Je me souviens de ce jour avec une clarté obsédante, comme si chaque détail était gravé dans mon esprit. C'était un samedi ensoleillé à Paris et Amélie, moi et nos enfants, Louis et Clara, avons décidé de partir en voyage en famille. Notre destination était l'un des magasins de luxe les plus renommés de la ville, où nous avions l'intention d'acheter un cadeau d'anniversaire pour la grand-mère des enfants. Lorsque nous sommes entrés dans le magasin, l'ambiance était époustouflante. Les vitrines des magasins scintillaient de bijoux étincelants et de vêtements exquis. Clara, avec ses yeux curieux, courait d'un côté à l'autre, admirant tout, tandis que Louis, toujours plus retenu, tenait la main de sa mère et regardait avec intérêt. « Papa, regarde ce sac. »« Grand-mère adorerait ça, » dit Clara en désignant un sac en cuir exposé dans l'une des vitrines. « Elle est magnifique, Clara, » répondis-je en souriant à ma fille. « Regardons de plus près. » Alors que nous nous approchions du sac, une femme élégante et bien habillée est passée précipitamment devant nous. Elle était grande, avec des cheveux blonds impeccablement coiffés et un manteau de marque qui semblait coûter une petite fortune. Ses yeux évitaient le contact visuel et elle semblait pressée, regardant discrètement autour d'elle. « Jean-Pierre, tu as vu cette femme ?» demanda Amélie en fronçant les sourcils. « Oui, je l'ai fait. »« Tu avais l'air pressé, n'est-ce pas ?» J'ai répondu, sans y accorder beaucoup d'importance. Soudain, l'alarme du magasin s'est déclenchée, un son strident qui a poussé tous les clients à se tourner vers nous. L'agent de sécurité, un homme costaud à l'expression sévère, s'est rapidement approché et, à ma grande surprise, m'a pointé directement du doigt. « Toi là. Arrête-toi là où tu es, » ordonna-t-il d'une voix autoritaire. J'étais paralysé, je ne comprenais pas ce qui se passait. Qu'est-ce qu'il y avait ? Ai-je demandé en essayant de rester calme. L'alarme s'est déclenchée et nous avons des raisons de croire que vous avez volé un sac à main, a déclaré l'agent de sécurité sans détourner le regard. C'est une erreur, répondis-je, sentant une vague de panique monter en moi. Je n'ai rien volé. Louis et Clara étaient horrifiés, leurs visages pâles de peur et de confusion. Papa, que se passe-t-il ? demanda Louis, la voix tremblante. C'est bon, mon fils, et j'essayais de le rassurer, même si je n'en étais pas convaincu moi-même. C'est un malentendu. Amélie, toujours la voix de la raison, est intervenue, mon mari est innocent. Nous sommes juste ici pour acheter un cadeau pour sa mère. Veuillez vérifier les caméras de sécurité. L'agent de sécurité semblait cependant catégorique. Nous devons suivre le protocole. Vous devez venir avec moi, a-t-il déclaré, retirant déjà une paire de menottes de sa ceinture. Ça n'a pas de sens. J'ai protesté, mais mes paroles ont été ignorées alors qu'il attachait les menottes autour de mes poignets. Les clients autour de nous nous regardaient avec des regards accusateurs, certains chuchotant entre eux. J'ai senti une vague d'humiliation m'envahir. Moi, un honnête travailleur, j'étais traité comme un criminel devant mes enfants. Papa. Clara s'est mise à pleurer en essayant d'atteindre mes mains menottées. Ne les laisse pas prendre mon papa. C'est bon, Clara, dis-je, essayant de paraître plus calme que je ne le ressentais. Tout ira bien. Amélie, les larmes aux yeux, a tenté de raisonner le gérant du magasin qui s'était approché. S'il vous plaît, mon mari n'a rien fait de mal. Vérifiez les caméras, s'il vous plaît. Le directeur, un homme d'âge moyen à l'expression froide, se contenta de secouer la tête. Nous réglerons cela dans l'arrière-boutique. S'il est innocent, il sera libéré. J'ai été conduit de force dans une pièce à l'arrière du magasin, sentant les regards lourds des clients sur mon dos. Louis et Clara sont restés avec Amélie, qui semblait désespérée, mais qui n'abandonnerait pas tant qu'elle n'aurait pas prouvé mon innocence. À l'intérieur de la pièce, j'ai été obligé de m'asseoir sur une chaise tandis que l'agent de sécurité se tenait à la porte, bloquant ma sortie. Le directeur entra peu après, avec un air de supériorité qui m'irrita profondément. « Résolvons cela rapidement », a-t-il dit, sans me regarder directement. « Vous savez que voler est un crime grave, n'est-ce pas ? » « Je n'ai rien volé, » insistai-je, essayant de garder mon sang-froid. C'était un malentendu. Vérifiez les caméras de sécurité et vous verrez que je dis la vérité. Le manager a soupiré, comme si je ne faisais que rendre les choses difficiles. Alors faisons-le. Mais si vous mentez, les conséquences seront graves. En attendant que les images soient vérifiées, mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. Je savais que je n'avais rien fait de mal, mais le sentiment d'impuissance était écrasant. Et s'il ne trouvait pas la vérité ? Et si j'étais arrêté pour quelque chose que je n'ai pas fait ? Soudain,
la porte s'ouvrit et Amélie apparut, les yeux rouges d'avoir pleuré. « Jean-Pierre, la police arrive, dit-elle d'une voix tremblante. Ils vont vous emmener au commissariat. » « Ce n'est pas possible, murmurai-je, sentant le sol disparaître sous mes pieds. « Cela ne peut pas arriver. »« Réglons ça, mon amour, dit Amélie en me tenant les mains menottées. Je n'aurai pas de repos tant que je n'aurai pas prouvé votre innocence. » Le gérant nous regardait avec un mélange d'impatience et de mépris. « La police va s'en occuper maintenant. J'espère que vous dites la vérité, monsieur. » Quelques instants plus tard, 2 policiers entraient dans la pièce, le regard dur et sceptique. « Jean-Pierre Dupont ?» a demandé l'un d'eux et j'ai hoché la tête. « Vous êtes arrêté parce que vous êtes soupçonné de vol. Vous avez le droit de garder le silence. » Alors qu'on me conduisait hors du magasin, j'ai vu Louis et Clara pleurer dans les bras d'Amélie. Mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. J'avais besoin d'être fort, pour eux. Je devais prouver mon innocence et rendre justice à ma famille. « Je reviendrai pour toi, promis-je en regardant mes enfants. Je promets. » J'ai donc été emmené au commissariat, sentant l'ombre de l'injustice planer sur moi. Je ne savais pas comment, mais j'étais déterminé à me battre pour la vérité, peu importe les difficultés du chemin à parcourir. Je ne pouvais pas croire ce qui se passait. Les mains de l'agent de sécurité étaient fermes alors qu'il me menottait, et le bruit du métal se refermant autour de mes poignets résonnait comme le tonnerre dans mon esprit. Le regard horrifié sur les visages de mes enfants, Louis et Clara, m'a brisé le cœur. Amélie était à côté de moi, essayant désespérément de raisonner le gérant du magasin, mais il ne semblait pas se soucier de ce qu'elle disait. « S'il vous plaît, monsieur, mon mari est innocent. » supplia Amélie, la voix étranglée par le désespoir. « Nous sommes juste venus ici pour acheter un cadeau pour la grand-mère des enfants. Il n'a rien volé. » Le directeur, un homme d'âge moyen à l'air supérieur, la regardait avec dédain. « Madame, l'alarme s'est déclenchée et votre mari était tout près des lieux. Nous devons suivre le protocole, a-t-il répondu froidement. J'ai été poussé dans une pièce à l'arrière du magasin, un petit espace claustrophobe avec des murs gris et une table en métal au centre. Les regards accusateurs des clients me brûlaient encore l'esprit. Je me sentais comme un criminel, privé de toute dignité. Amélie et les enfants se tenaient dehors, leurs expressions de panique et de tristesse gravées dans mon cœur. À l'intérieur de la pièce, l'agent de sécurité m'a lancé un autre regard suspicieux avant de partir, verrouillant la porte derrière lui. J'étais seul, menotté et impuissant. L'idée que quelqu'un puisse croire que j'étais capable de voler m'a rempli de colère et de frustration. J'étais un homme honnête, un ouvrier du bâtiment qui travaillait dur chaque jour pour subvenir aux besoins de ma famille. Comment ont-ils pu m'accuser ainsi, sans preuve? Des minutes qui semblaient être des heures s'écoulèrent avant que la porte ne s'ouvre à nouveau. Cette fois, 2 policiers sont entrés. Ils m'ont observé de haut en bas, me jaugeant comme si j'étais un objet. « Jean-Pierre Dubois ?» a demandé l'un des policiers, la voix pleine d'autorité. J'acquiesçai, sentant une boule se former dans ma gorge. « Vous êtes en état d'arrestation parce que vous êtes soupçonné de vol », a déclaré l'autre officier en commençant à me lire mes droits. Tout semblait irréel. Moi, un homme travailleur, je suis traité comme un criminel. Mais je n'ai rien volé. Réussis-je enfin à dire, la voix tremblante d'indignation. Demandez à ma femme, à mes enfants. Nous sommes juste venus ici pour acheter un cadeau. C'est une grosse erreur. La police, cependant, semblait insensible à mes paroles. Ils ont fini de me lire mes droits et m'ont soulevé du fauteuil. En sortant de la pièce, j'ai vu Amélie désespérée, tenant Louis et Clara dans ses bras, qui pleuraient abondamment. « Jean-Pierre » a-t-elle crié en essayant de se rapprocher, mais a été arrêtée par un agent de sécurité. « Il est innocent. Vous faites une terrible erreur. »« Madame, s'il vous plaît, restez calme, » lui a dit l'un des policiers, essayant de garder son sang-froid. « Emmenons votre mari au commissariat pour clarifier les faits. S'il est innocent, il sera libéré. » Amélie a essayé de contrôler ses larmes, mais il était clair à quel point elle était dévastée. Je l'ai regardée, essayant de lui transmettre un peu de calme, mais j'étais moi-même au bord du désespoir. « Je vais résoudre ça, Amélie, promis-je, la voix tremblante. Reste avec les enfants et ne t'inquiète pas. Je reviendrai à la maison. » La police m'a emmené à l'extérieur du magasin, où une foule curieuse s'était rassemblée. J'ai senti les regards de tout le monde sur moi et l'humiliation m'a semblé insupportable.
Ma dignité était détruite en public et je ne pensais qu'à l'impact que cela aurait sur ma famille. Sur le chemin du commissariat, j'ai essayé d'organiser mes pensées. J'avais besoin de comprendre comment cela s'était produit. Je me suis souvenu de la femme élégante qui s'est précipitée hors du magasin juste avant que l'alarme ne sonne. Avait-elle quelque chose à voir avec ça? Cela n'avait aucun sens, mais c'était la seule chose qui me venait à l'esprit. En arrivant au commissariat, j'ai été placé dans une cellule pendant que les policiers préparaient les documents nécessaires. L'environnement était sombre et oppressant et je me sentais de plus en plus désespéré. J'avais besoin d'un moyen de prouver mon innocence, mais comment? J'étais à la merci d'un système qui semblait déjà m'avoir jugé. Quelques heures plus tard, j'ai été emmené dans une salle d'interrogatoire. 2 policiers m'attendaient et leurs expressions n'étaient pas du tout amicales. « Jean-Pierre, pourquoi ne nous racontes-tu pas ce qui s'est réellement passé ?» suggéra l'un d'eux en croisant les bras. « Je te l'ai dit, je n'ai rien volé, » répondis-je d'une voix ferme. J'étais avec ma famille en train d'acheter un cadeau. Je ne sais pas pourquoi l'alarme s'est déclenchée, mais je n'y suis pour rien. Tu sais que mentir ne fera qu'empirer les choses, non? Est intervenu l'autre policier, d'un ton menaçant. Nous avons des témoins qui vous ont vu près du lieu du vol. Les témoins? Ai-je demandé avec incrédulité. Qui sont ces témoins? Je n'ai rien fait de mal. Les policiers échangèrent des regards, comme si mon indignation était un aveu. Je me sentais de plus en plus piégé. Pendant ce temps, Amélie était devant le commissariat, ne sachant que faire. Je devais trouver un moyen de prouver mon innocence, mais comment? La seule chose qui lui venait à l'esprit était la femme que nous avions vue quitter le magasin. Elle a décidé d'y retourner le lendemain pour enquêter par elle-même, déterminée à trouver le moindre indice qui pourrait m'aider. La nuit est tombée et je suis resté dans la cellule, l'esprit dans un tourbillon de pensées. J'ai pensé à ma famille, à la façon dont elle gérait tout cela. J'ai pensé à Amélie, sa force et sa détermination. Je savais qu'elle ferait tout ce qui était en son pouvoir pour m'aider, mais la peur d'être condamné à tort était écrasante. Finalement, après ce qui semblait être des jours, un garde est venu me chercher. J'ai été ramené à la salle d'interrogatoire, où un nouvel officier m'attendait. Il semblait moins hostile que les précédents. « Jean-Pierre, nous savons que cette situation est difficile », commença-t-il d'une voix plus calme. « Mais nous avons besoin de votre coopération pour résoudre ce problème. »« Je veux coopérer, mais je ne sais pas quoi dire d'autre que la vérité, » répondis-je, exaspéré. « Je n'ai rien volé. J'étais tout le temps avec ma famille. » L'officier a soupiré, comme s'il réfléchissait à mes paroles. « Continuons à enquêter, dit-il finalement. S'il n'y a vraiment aucune preuve contre vous, vous serez libéré. Mais en attendant, nous avons besoin que vous restiez ici. » Je suis retourné à la cellule, le cœur lourd. L'humiliation d'être traité comme un criminel était insupportable, mais l'espoir que la vérité prévaudrait me maintenait toujours en vie. Je savais qu'Amélie était là, se battait pour moi, et cela m'a donné la force de continuer. La bataille pour ma dignité et mon innocence ne faisait que commencer. J'étais assis au commissariat, ressentant le poids d'une injustice qui semblait irréelle. L'odeur du désinfectant mélangée à la sueur des autres détenus m'étouffait, rendant l'environnement encore plus oppressant. La salle d'interrogatoire était froide et impersonnelle, avec des murs gris et une table en métal entre moi et les policiers. Ils m'ont regardé avec méfiance, comme si j'étais coupable jusqu'à preuve du contraire. « Monsieur Jean-Pierre, avez-vous déjà été impliqué dans une activité criminelle auparavant ?» a demandé l'un des policiers en fronçant les sourcils alors qu'il analysait mes documents. « Non, jamais. Je suis un honnête travailleur, j'ai une famille à nourrir. » « C'est un gros malentendu, » répondis-je en essayant de rester calme malgré l'indignation qui bouillonnait en moi. « Alors, comment expliquez-vous le fait que vous ayez été surpris avec votre sac à main volé ?» a insisté l'autre officier, plissant les yeux comme s'il essayait de me surprendre en train de mentir. « Je n'avais pas de sac. Je ne l'ai même pas touché. Ma femme et mes enfants peuvent le confirmer, » répondis-je, sentant une boule dans ma gorge. Pendant que je faisais face à l'interrogatoire, Amélie ne restait pas immobile. Déterminée à prouver mon innocence, elle est revenue au magasin de luxe le lendemain. La colère et la frustration lui ont donné de la force. En entrant, elle a été accueillie par des regards dédaigneux de la part du personnel, qui pensait clairement qu'elle était là pour semer le trouble. « Je veux parler au manager, » dit-elle d'une voix ferme. « Madame, nous avons dit tout ce qu'il y avait à dire. Votre mari a été surpris en train de voler, et c'est tout, » a répondu la réceptionniste sur un ton condescendant.
Il n'a rien volé. Je veux voir les caméras de sécurité. Il doit y avoir un enregistrement qui montre ce qui s'est réellement passé, a insisté Amélie, refusant d'être ignorée. Après beaucoup d'insistance, l'un des employés, visiblement mal à l'aise face à la situation, a avoué avoir vu quelque chose de suspect. Je me souviens d'une femme qui sortait précipitamment du magasin. Elle avait l'air nerveuse, mais je n'y pensais pas beaucoup à ce moment-là, a-t-il déclaré en évitant le regard direct d'Amélie. De quoi avait-elle l'air ? A demandé Amélie, avec une lueur d'espoir dans les yeux. C'était une femme blanche, bien habillée, mais elle était très pressée. Maintenant que j'y pense, cela pourrait avoir un lien avec ce qui s'est passé, a répondu l'employé, finissant par coopérer. Pendant ce temps, au commissariat, la police a continué à faire pression sur moi, mais je suis resté ferme dans mon récit. Je savais que j'étais innocent et la seule chose qui me faisait tenir était l'espoir qu'Amélie trouverait quelque chose qui pourrait m'aider. Quelques heures plus tard, Amélie est revenue au commissariat avec de nouvelles informations. En la voyant, mon cœur était rempli de soulagement et d'espoir. J'ai parlé à un employé du magasin. Il a vu une femme se précipiter dehors et elle correspondait à la description du vrai voleur, a-t-elle déclaré en regardant directement les policiers. Cela ne prouve rien, madame. Nous avons encore besoin de preuves tangibles, a répondu l'un des policiers, sceptique. Alors laissez-moi voir les caméras de sécurité. S'il y a un enregistrement, cela peut prouver l'innocence de mon mari, a insisté Amélie. Les agents ont finalement cédé et ont accepté de revoir les enregistrements. Pendant que nous attendions, le silence était lourd et rempli de tension. Je voyais la détermination dans les yeux d'Amélie et cela m'a donné la force de continuer à me battre. Si on trouve quelque chose, cela pourrait aider à libérer Jean-Pierre. Mais s'il n'y a rien, il restera détenu, a déclaré l'un des policiers en se rendant dans la pièce où étaient stockés les enregistrements. Après ce qui semblait être une éternité, le policier revint avec une expression illisible. Nous avons trouvé quelque chose. Il y a une femme qui sort du magasin avec un sac qui semble être le même que celui qui a été volé. Nous devons enquêter davantage, mais c'est un début, a-t-il déclaré, montrant enfin une lueur d'espoir. J'avais l'impression qu'un énorme poids avait été enlevé de mes épaules. La vérité commençait à émerger et cela m'a donné la force de continuer. Amélie me tenait la main et je voyais les larmes de soulagement dans ses yeux. Nous prouverons votre innocence, Jean-Pierre. Je le promets, dit-elle, la voix brisée par l'émotion. Suivant cette nouvelle piste, Amélie ne perdit pas de temps. Elle a contacté l'avocat de la famille, espérant que désormais, avec ses preuves, il pourrait constituer un dossier solide. Nous devons prouver que Jean-Pierre est innocent. Nous avons obtenu un enregistrement qui montre une femme sortant du magasin avec son sac à main, a-t-elle déclaré à l'avocat en montrant l'enregistrement. C'est un bon début, Amélie. Avec ces images, nous pouvons entamer un processus pour renverser l'accusation. Il nous faudra plus de preuves, mais c'est déjà une grande victoire, a répondu l'avocat en analysant attentivement l'enregistrement. Pendant ce temps, j'étais toujours au commissariat, essayant de garder espoir. Les policiers me regardaient toujours avec méfiance, mais je savais que la vérité commençait à éclater. Amélie faisait tout ce qu'elle pouvait et cela m'a donné la force de continuer à me battre. Jean-Pierre, nous pensons que vous dites peut-être la vérité. Nous continuerons à enquêter sur cette femme qui apparaît sur les enregistrements. En attendant, vous serez arrêté, mais nous allons accélérer le processus, a déclaré l'un des policiers. Montrant enfin un peu de compréhension. Je savais qu'il y avait encore un long chemin à parcourir, mais voir qu'ils envisageaient enfin la possibilité de mon innocence m'a donné un nouveau souffle. Amélie et moi avons échangé un regard plein d'espoir, sachant qu'ensemble nous pourrions surmonter n'importe quel défi. La bataille pour la vérité ne faisait que commencer, mais je savais qu'avec Amélie à mes côtés, rien ne pourrait nous arrêter. La justice prévaudrait toujours et notre famille sortirait de cette épreuve plus forte que jamais. J'étais toujours au commissariat, assis sur une chaise dure et inconfortable, les mains menottées et la tête baissée. L'odeur stagnante de sueur et de désinfectant remplissait l'air, tandis que les officiers autour de moi murmuraient entre eux, échangeant des regards suspicieux dans ma direction. L'interrogatoire avait été brutal, avec des interrogatoires incessants et des regards accusateurs. Je savais que j'étais innocent, mais de plus en plus, il me semblait que plus personne n'y croyait. Mes pensées étaient un mélange de désespoir et de colère. Je ne pensais qu'à Amélie, Louis et Clara, et à quel point la situation devait être désespérée pour eux. Amélie, ma compagne de toujours, était bien décidée à prouver mon innocence.
Je savais qu'elle ne se reposerait pas tant que tout ne serait pas éclairci. Pendant que j'étais là, perdant peu à peu espoir, Amélie était dehors, se battant pour moi. Elle était retournée au magasin de luxe, déterminée à trouver le moindre indice susceptible de nous aider. Il a parlé aux employés, a insisté pour voir les enregistrements des caméras de sécurité, et sa persévérance a finalement porté ses fruits. L'un des employés, visiblement nerveux, a raconté avoir vu une femme sortir précipitamment du magasin au moment où l'alarme s'est déclenchée. Amélie savait que c'était la clé pour prouver mon innocence. Quelques heures plus tard, Amélie a eu accès aux images des caméras de sécurité. Elle observait attentivement chaque seconde, à la recherche de tout détail susceptible d'être pertinent. Et puis, elle était là, la femme blanche élégante et bien habillée, sortant du magasin avec le sac à main que j'étais censé avoir volé. Amélie n'a pas perdu de temps. Il a pris les images et s'est adressé directement à l'avocat de notre famille, Maître Dubois. Monsieur Dubois était un homme sérieux et compétent, doté d'un œil perspicace et d'un air d'autorité. Il a soigneusement analysé les images et j'ai pu voir un éclair de détermination dans ses yeux. Amélie, ces images sont des preuves cruciales. Portons cela devant les tribunaux et veillons à ce que justice soit rendue. Pendant ce temps, au commissariat, j'étais au bord du désespoir. Le temps semblait s'écouler, et chaque minute qui s'écoulait sans nouvelles d'Amélie et de l'avocat était un supplice. La police a continué à faire pression sur moi, essayant d'obtenir des aveux que je ne pouvais pas donner. Jean-Pierre, admets-le. Ce sera mieux pour toi, a insisté l'un d'eux, d'une voix fatiguée et impatiente. Je t'ai déjà dit que je n'avais rien volé, répondis-je d'une voix tremblante mais ferme. Je venais d'acheter un cadeau pour la grand-mère de mes enfants. Je suis innocent. Voyons combien de temps vous pourrez continuer cette histoire, a répondu le policier avant de quitter la pièce, me laissant seul avec mes pensées. Quelques heures plus tard, l'avocat arrive enfin au commissariat, accompagné d'Amélie. Elle avait l'air épuisée, mais il y avait une lueur d'espoir dans ses yeux. Jean-Pierre, nous avons trouvé les preuves dont nous avions besoin, a-t-elle déclaré en me tenant la main à travers les barreaux de la cellule. Monsieur Dubois s'est approché, d'un ton autoritaire, a exigé que les policiers regardent les images des caméras de sécurité. À contre-séure, ils ont accepté. Des images ont été diffusées, montrant clairement la femme quittant le magasin avec le sac. Le silence qui suivit fut palpable. C'est une preuve évidente de l'innocence de Jean-Pierre, dit monsieur Dubois d'une voix ferme et inébranlable. Nous exigeons sa libération immédiate. La police n'a eu d'autre choix que de me libérer. J'ai ressenti un immense soulagement lorsqu'on m'a libéré des menottes, mais la colère face à l'injustice que j'avais subie bouillonnait encore en moi. J'ai serré Amélie dans mes bras, sentant ses larmes mouiller mon épaule. Merci de ne pas m'avoir abandonné, murmurai-je, ma voix se brisant d'émotion. Je ne t'abandonnerai jamais, Jean-Pierre, répondit-elle, les yeux brillants de détermination. Nous avons quitté le commissariat en compagnie de monsieur Dubois qui nous a conseillé sur la marche à suivre. Nous devons porter cette affaire devant les tribunaux le plus rapidement possible. Ces images sont cruciales, mais nous devons encore affronter la femme qui a volé le sac. Je savais que la bataille était loin d'être terminée, mais au moins, nous avions désormais une chance. Je rentre chez moi avec Amélie, où Louis et Clara nous attendent avec impatience. J'ai serré mes enfants dans mes bras, ressentant le soulagement d'être à nouveau avec ma famille. « Papa, ça va ?» demanda Clara, les yeux pleins d'inquiétude. « Oui, ma chérie, répondis-je en lui caressant les cheveux. Grâce à ta mère, je suis de retour. Et nous prouverons mon innocence, je le promets. » Les semaines suivantes furent intenses. Monsieur Dubois a travaillé sans relâche pour préparer notre dossier, pendant qu'Amélie et moi essayions de retrouver une certaine normalité dans nos vies. La nouvelle de mon cas s'est répandue dans toute la ville et l'opinion publique a commencé à se tourner en notre faveur, surtout après la diffusion des images de sécurité. Enfin, le jour du jugement arriva. Je suis entré dans la salle d'audience la tête haute, déterminé à prouver mon innocence et à retrouver ma dignité. Monsieur Dubois a présenté les images de sécurité au juge, qui a regardé attentivement. La femme qui avait volé le sac, identifiée comme étant Sophie, a été appelée à témoigner. Elle est restée calme et posée, niant toutes les allégations et affirmant être une cliente régulière du magasin. « Je ne volerai jamais rien », dit-elle d'une voix ferme et contrôlée. « Je suis un client fidèle de ce magasin depuis des années. » Mais les preuves étaient claires. Des images de sécurité montraient Sophie quittant le magasin avec le sac. Monsieur Dubois argumentait avec éloquence, démontant chacune des affirmations de Sophie.
Le juge a écouté attentivement et a finalement ordonné une enquête plus approfondie. Pendant ce temps, j'ai été temporairement libéré, en attendant le verdict final. L'attente était angoissante, mais je savais que la vérité était de notre côté. Nous sommes rentrés chez nous, essayant de garder espoir. Amélie et moi continuons de nous battre ensemble, en nous soutenant à chaque étape. L'injustice que nous avons subie nous a rapprochés et nous étions déterminés à prouver au monde que la vérité prévaut toujours. Alors que nous attendions l'issue de l'affaire, je savais que quelle que soit l'issue, notre famille sortirait plus forte de cette expérience. En entrant dans la salle d'audience, mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. L'environnement était austère, avec des murs en bois sombre et des rangées de bancs, occupés par des visages anxieux et curieux. Amélie me serra fort la main, dans un geste qui traduisait à la fois soutien et nervosité. Louis et Clara étaient avec ma belle-mère, épargnés du stress de cette journée. L'avocat de notre famille, Maître Lefebvre, s'est approché de moi et m'a murmuré « Jean-Pierre, reste calme. Nous prouverons ton innocence. » J'acquiesçai, essayant de trouver un peu de réconfort dans ses paroles. Le juge, un homme d'âge moyen avec des lunettes qui descendaient sur l'arête de son nez, entra dans la pièce et tout le monde se leva. Il s'installa sur sa chaise et commença à parler, son ton se répercutant dans toute la pièce. Le cas d'aujourd'hui est celui de Jean-Pierre Dubois, accusé de vol dans un magasin de luxe. La défense peut présenter ses preuves. Monsieur Lefebvre se leva avec assurance et se dirigea vers le centre de la pièce, où se trouvait un projecteur prêt à afficher les images des caméras de sécurité. Il a commencé son discours en soulignant les incohérences des accusations portées contre moi. Monsieur le juge, messieurs les jurés, l'accusation portée contre mon client manque de fondements solides. Nous avons ici des images de caméras de sécurité qui montrent clairement que la personne qui est repartie avec le sac volé n'était pas Jean-Pierre, mais une femme identifiée comme étant Sophie. Les lumières se sont atténuées et des images ont commencé à s'afficher. Mon estomac se tordit alors que je regardais chaque image, attendant que la vérité soit enfin révélée. Les images montraient la femme, Sophie, quittant précipitamment le magasin avec son sac à la main. Il était clair qu'elle essayait de ne pas se faire remarquer, mais la caméra a tout capturé. Le murmure commença à se répandre dans toute la pièce, mais le juge demanda rapidement le silence. Il se tourna vers le procureur, qui paraissait désormais moins confiant. Poursuite, avez-vous quelque chose à dire sur ces preuves? Le procureur, un homme à l'expression sévère, s'est levé et a tenté de minimiser l'impact des images. Monsieur le juge, la femme sur les images est peut-être complice, mais cela n'exclut pas la possibilité que Jean-Pierre soit impliqué dans le vol. Nous avons besoin d'entendre le témoignage de Sophie pour clarifier les faits. Le juge a accepté et a ordonné que Sophie soit appelée à la barre. J'ai observé attentivement chacun de ses mouvements alors qu'elle se dirigeait vers la barre des témoins. Elle avait une expression froide et calculatrice, visiblement prête à défendre sa position. Madame Sophie, vous avez été identifiée sur les images de sécurité. Pouvez-vous nous dire ce que vous faisiez dans le magasin ce jour-là, demanda le juge. Elle arrangea ses cheveux, pratiquant un sourire. Monsieur Judge, je suis un client régulier du magasin. J'étais juste là pour faire du shopping. Je ne sais pas pourquoi je suis accusé ainsi. Le juge fronça les sourcils. Et le sac que vous portiez lorsque vous avez quitté le magasin? Pouvez-vous expliquer cela? Sophie a gardé son calme. Ce sac était à moi. Je l'ai acheté il y a quelques jours. Il doit y avoir une erreur. Monsieur Lefebvre se releva, visiblement prêt à l'affronter. Madame Sophie, nous avons des registres de magasins qui indiquent que ce sac a été volé le jour en question. Comment expliquez-vous cela? Elle hésita un instant, mais reprit bientôt confiance. Il doit y avoir une erreur dans les archives. Je n'ai rien volé. Au fur et à mesure que l'interrogatoire se poursuivait, la tension dans la pièce augmentait. Je pouvais sentir le poids des paroles de Sophie, chaque mensonge qu'elle disait était comme un couteau planté dans mon espoir de justice. Le juge, réalisant que l'affaire nécessitait une enquête plus approfondie, a pris une décision. J'ordonne qu'une enquête complémentaire soit menée pour clarifier ces faits. D'ici là, Jean-Pierre Dubois sera temporairement libéré. Le sentiment de soulagement a été immédiat, mais il y avait aussi une peur constante que tout puisse à nouveau s'effondrer. Amélie m'a serré fort dans ses bras alors que nous quittions la salle d'audience, ses larmes étant un mélange de soulagement et d'épuisement. Jean-Pierre, nous sommes plus proches de la vérité. Nous n'abandonnerons pas, murmure-t-elle. J'ai cru ses paroles.
Elle avait été mon roc tout au long de ce processus et je savais qu'ensemble, avec l'aide de Monsieur Lefebvre, nous pourrions prouver mon innocence. La bataille n'était pas encore terminée, mais pour la première fois depuis des jours, j'avais l'impression qu'il y avait de la lumière au bout du tunnel. Nous rentrons chez nous, où Louis et Clara nous attendent avec impatience. Quand ils nous ont vus, ils ont couru nous serrer dans leurs bras. Louis, avec ses grands yeux curieux, demanda « Papa, tu es libre maintenant ?» Je lui ai caressé les cheveux et j'ai répondu « Oui, mon fils. Mais nous devons encore résoudre tout cela. Je promets que tout ira bien bientôt. » Clara, brandissant un dessin qu'elle avait fait pour me remonter le moral, m'a dit « Papa, nous croyons en toi. » Ces simples mots, venus du cœur pur d'un enfant, ont renouvelé ma détermination. Je savais que je ne me battais pas seulement pour moi-même, mais aussi pour ma famille. Et c'était la plus grande motivation que je pouvais avoir. Au fil des jours, l'enquête s'est poursuivie. Monsieur Lefebvre était infatigable, examinant chaque détail, chaque témoin, chaque élément de preuve. La vérité était là et ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne soit révélée. Un soir, alors que nous dînions, le téléphone a sonné. Amélie répondit et, après quelques instants de conversation, ses expressions passèrent de l'inquiétude au soulagement. Elle raccrocha et me regarda avec un sourire plein d'espoir. C'était Monsieur Lefebvre. Il a dit qu'il y avait de nouvelles informations sur Sophie. Il semble que nous soyons plus près de résoudre ce problème. Je ne pouvais pas y croire. L'espoir que je ressentais s'est transformé en une certitude silencieuse. La vérité était à notre portée et je savais qu'avec la persévérance et la détermination de chacun, nous prouverions enfin mon innocence. Le temps semblait s'écouler alors que j'attendais avec impatience les développements de l'enquête. Chaque minute me paraissait une éternité et je pouvais à peine dormir ou manger. L'humiliation d'être accusé à tort et la peur constante de perdre ma famille m'ont consumé. Amélie, toujours à mes côtés, n'a pas lâché. Elle a continué à enquêter, déterminée à prouver mon innocence. Un jour, Amélie est rentrée avec une étincelle dans les yeux que je n'avais pas vue depuis des semaines. Ses pas étaient rapides et déterminés, et elle avait hâte de me raconter ce qu'elle avait découvert. « Jean-Pierre, tu n'en croiras pas ce que j'ai découvert. » dit-elle, sa voix tremblante d'excitation et de soulagement. « Que s'est-il passé, Amélie? Que as-tu trouvé ?» ai-je demandé, mon cœur battant la chamade. « Vous vous souvenez de cette femme qu'on a vue sur les caméras de sécurité? Sophie ?» commença-t-elle, et j'acquiesçai en me souvenant de l'image de la femme quittant le magasin avec le sac à main volé. Oui, et elle? J'ai découvert qu'elle n'est pas n'importe quelle voleuse. C'est une criminelle professionnelle, recherchée par la police dans plusieurs États. A révélé Amélie, les yeux brillants de cette découverte. La révélation m'a laissé stupéfait. Comment était-il possible qu'un voleur professionnel soit impliqué dans quelque chose d'aussi absurde? Et pourquoi ai-je été choisi pour être le bouc émissaire? Mais ce n'est pas tout, Jean-Pierre. Il y a encore une chose, Amélie hésita, comme si elle cherchait les mots justes. Quoi d'autre, Amélie? J'ai appuyé, sentant un nœud se former dans mon ventre. Sophie était mariée à l'un des policiers qui vous ont arrêté. Il essayait de dissimuler ses activités criminelles. Amélie l'a finalement révélé, et l'information m'a fait l'effet d'un coup de poing dans le ventre. Êtes-vous en train de dire que tout a été monté? Qu'ils ont essayé de me piéger pour protéger cette femme? Ai-je demandé avec incrédulité. Exactement. Et maintenant que la police a découvert la vérité, elle va arrêter Sophie et ce flic corrompu. Tu seras disculpé, Jean-Pierre. Dit Amélie en souriant pour la première fois depuis des jours. La nouvelle a apporté un soulagement indescriptible, mais aussi une profonde colère. J'avais été accusé à tort, humilié publiquement et séparé de ma famille à cause d'un complot sordide. Cependant, la vérité éclatait enfin. Le lendemain, j'ai été convoqué au commissariat. Cette fois, l'environnement était différent. Les regards soupçonneux avaient été remplacés par des expressions d'embarras et des excuses silencieuses. Le détective chargé de l'affaire, un homme grand et sérieux, s'est approché de moi. Monsieur Jean-Pierre, au nom de la police de Paris, je tiens à m'excuser pour tous les désagréments et humiliations que vous et votre famille avez subis. L'enquête a révélé que vous êtes innocent des accusations de vol, a-t-il déclaré avec un ton qui semblait sincère. Et le policier qui m'a accusé? Que va-t-il lui arriver? Ai-je demandé, voulant savoir si justice serait vraiment rendue. Il a déjà été arrêté et fait l'objet d'une enquête pour corruption et abus de pouvoir.
Sophie a également été capturée et répondra de ses crimes, a répondu le détective. Le sentiment de soulagement était immense. Finalement, la vérité avait prévalu. J'ai été officiellement libéré, et en sortant du commissariat, j'ai vu Amélie, Louis et Clara m'attendre. J'ai couru vers eux et nous nous sommes serrés l'un contre l'autre, ressentant la chaleur et l'amour qui nous avaient maintenus ensemble tout au long de ce cauchemar. « Papa, tu es de retour !» dit Louis, les larmes aux yeux. « Je savais que tu n'avais rien fait de mal. » s'est exclamé Clara en me tenant fermement la main. « Nous sommes de nouveau ensemble, et c'est ce qui compte, dit Amélie avec un sourire radieux. Nous sommes rentrés chez nous et pour la première fois depuis des semaines, nous avons pu respirer tranquillement. Nous nous sommes mis à table et Amélie a préparé un dîner spécial pour fêter ça. Pendant que nous mangions, nous parlions de tout ce qui s'était passé, en essayant de comprendre les événements qui nous avaient tant secoués. « Jean-Pierre, tu as été incroyablement fort dans tout ça. Je savais que la vérité éclaterait, a déclaré Amélie en me tenant la main. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi, Amélie. Votre détermination et votre courage sont ce qui nous a permis de continuer, répondis-je, ressentant une profonde gratitude envers ma femme. Et vous, mes enfants, avez été si courageux. Je promets que nous ne reviendrons plus jamais sur quelque chose comme ça, ajoutai-je en regardant Louis et Clara, qui souriaient timidement. Les jours suivants ont été consacrés à reconstruire nos vies. La nouvelle de mon innocence s'est répandue rapidement et de nombreuses personnes se sont manifestées pour s'excuser pour ces accusations hâtives. Même si le ressentiment existait toujours, le soutien de nos amis et de notre famille nous a aidés à avancer. Un jour, j'ai reçu un appel inattendu du gérant du magasin de luxe où tout a commencé. Il nous a demandé de nous rencontrer, disant qu'il voulait s'excuser en personne. J'ai accepté l'invitation, quoique avec quelques réticences. En arrivant au magasin, j'ai été accueilli par le gérant, un homme d'âge moyen avec une expression de profond regret. « Monsieur Jean-Pierre, je voudrais m'excuser pour ce qui s'est passé. Nous avons été précipités et injustes. Le magasin aimerait offrir une compensation pour la gêne occasionnée, a-t-il déclaré en me tendant une enveloppe. Ce n'est pas une question d'argent. Ce que vous avez fait était humiliant et douloureux pour ma famille. J'espère que vous en tirerez des leçons et traiterez tous vos clients avec respect et dignité à l'avenir, répondis-je en refusant l'enveloppe. Je comprends parfaitement. Et je vous garantis que nous prendrons des mesures pour garantir qu'une telle chose ne se reproduise plus, a-t-il déclaré avec un signe de tête. J'ai quitté le magasin avec le sentiment qu'enfin, un cycle s'était refermé. L'injustice que nous avons subie n'a pas pu être effacée, mais les leçons apprises nous ont rendus plus forts et plus unis. En rentrant chez moi, je retrouve Amélie, Louis et Clara qui m'attendent. Je les ai serrés fort dans mes bras, ressentant une immense gratitude d'avoir ma famille à mes côtés. La vérité avait prévalu et nous étions prêts à avancer, plus forts que jamais. Cette expérience nous a appris la véritable valeur de la résilience et de la dignité. Ensemble, nous avons surmonté l'adversité et en sommes sortis victorieux, démontrant que, même face aux plus grandes injustices, la vérité et l'amour trouvent toujours un moyen de prévaloir. C'est pourquoi, avec un cœur renouvelé, nous regardons l'avenir avec espoir et détermination, sachant qu'ensemble, nous sommes capables de relever n'importe quel défi.